Bonjour à toutes et à tous qui êtes déjà connectés. Nous attendons encore quelques minutes avant de débuter ce webinaire. Merci de votre patience. Avec toi. Moi, j'ai tout coupé le micro. C'est juste comme ça, je peux voir et je peux y mettre des trucs dans le chat. Cool. Allô, François? François? Allô?
C'est lui qui commence à parler. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes plus de 150 connectés pour ce webinaire que j'ai l'honneur et le plaisir d'introduire au nom de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Ce webinaire que nous organisons à l'occasion de la Semaine européenne de vaccination et que nous avons intitulé « Comment devenir un professionnel convaincu ». Ce webinaire a été organisé en étroite collaboration avec le Girontopol et plus spécifiquement Prévax. Et je remercie tout particulièrement David Silva de Lago, connecté avec nous, pour son aide. Et bien sûr, pour nos 3 intervenants experts qui vont se succéder. Quelques informations avant de démarrer ce webinaire. Tous vos micros sont coupés. Vous pourrez poser vos questions dans le chat, sachant que nous allons vous indiquer une adresse mail où vous pourrez nous contacter après ce webinaire si besoin et surtout s'il nous manque du temps pour répondre à toutes vos questions. Un enregistrement est prévu et il sera disponible en début de semaine. Il sera également relayé sur les réseaux sociaux. 3 interventions pour ce webinaire qui vont se succéder. Je vais laisser la parole pour la première intervention à Élise Bretet, qui est épidémiologiste à Santé publique France et qui va nous parler donc des données de couverture vaccinale en ARA pour l'année 2025. C'est à toi, Élise. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter donc, les données de couverture vaccinale. Diapo suivante, merci. Donc pour faire un état des lieux et des enjeux de la vaccination dans la région. Alors pour démarrer, un petit point sur des données d'adhésion à la vaccination. C'est des données qui sont disponibles à Santé publique France d'une étude qui est le baromètre de Santé publique France, qui est une enquête réalisée auprès des 18-79 ans et qui est réalisée tous les 2 ans par Internet et par téléphone chaque année. Donc là, c'est des données du baromètre 2024 qui ont publié donc des données d'adhésion à la vaccination où dans la région, on a près de 80% des personnes interrogées qui sont favorables à la vaccination en général. Et on a une adhésion qui est d'autant plus forte chez les jeunes de la région puisque 87% des jeunes de 18 à 25 ans sont favorables à la vaccination en général. Et de la même façon, les personnes les plus diplômées sont également plus favorables, 85% d'entre eux. Alors, cette tendance de l'adhésion est plutôt stable sur les dernières années par rapport au baromètre précédent. Par contre, on a quand même certaines personnes qui sont défavorables à certaines vaccinations en particulier. Ça représente quand même 38% des personnes. Et quand on parle de certaines vaccins en particulier, la plupart des vaccinations, ça regroupe plutôt pour la Covid-19. 25% des personnes interrogées sont défavorables à cette vaccination et vraiment dans une moindre mesure, 6% pour la grippe et près de 3% pour l'hépatite B. Voilà. Et donc, toutes ces données, elles ont été publiées dans un bulletin qui s'appelle le baromètre de Santé publique France avec de nombreux indicateurs sur l'état de santé de la population. Alors, en introduction, pour essayer de comprendre un minimum de méthodologie des données présentées, donc il s'agit de données de couverture vaccinale. Pour la plupart, elles sont issues du SNDS, c'est les données d'assurance maladie de remboursement des vaccins. Santé publique France publie de nombreux indicateurs de couverture vaccinale, par groupe d'âge notamment, donc nourrissons, adolescents, jeunes adultes, adultes et femmes enceintes et personnes âgées. Donc mon diaporama va être axé sur ces 4 groupes de population. Donc pour la plupart issus du SNDS, mais à Santé publique France, il y a également d'autres indicateurs qui sont disponibles qui ne seront pas présentés aujourd'hui. Donc pour commencer, par rapport aux vaccinations du nourrisson, donc les nourrissons, on voit pour certains indicateurs un succès de l'obligation vaccinale. On a des couvertures vaccinales qui sont élevées et qui sont proches de l'objectif de 95% de couverture, avec le vaccin hexavalent qui est à 92,3%, 3 doses chez les nourrissons de 21 mois, pour le pneumocoque également près de 92%, et le vaccin rougeole, oreillon, rubéole, alors pour une dose est à plus de 95% et 95,6%. Donc ça, c'est des données qui sont intéressantes et vraiment l'important est de maintenir cet effort pour garantir une protection de groupe chez les nourrissons grâce à l'obligation vaccinale. Diapo suivante. Mais par contre, on voit que la rougeole, il y a quand même l'enjeu vraiment de la 2e dose
il faut un schéma complet à 2 doses pour être protégé contre la rougeole. Et il faut également un objectif de 95% de couverture vaccinale dans la population pour pouvoir interrompre la circulation du virus, qui est un virus très contagieux. Et les données de couverture vaccinale 2 doses chez les nourrissons, quand on regarde à 30 mois pour les données mises à jour en 2025, on est à 88% de couverture vaccinale. Donc, on est loin encore de l'objectif qui permet d'interrompre la circulation du virus. Sur la carte donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les couvertures vaccinales les plus élevées, donc c'est les couleurs les plus foncées, sont donc dans le Rhône, la Haute-Loire et le Cantal, et puis des couvertures plus faibles en Drôme-Ardèche ou dans l'Allier. Voilà, on a quand même des disparités départementales. Et donc, en ce qui concerne l'épidémiologie de la rougeole, ce virus continue de circuler. Il y a une recrudescence qui est observée depuis 2024, après une baisse de circulation pendant la pandémie de Covid-19. On a une recrudescence avec 2 vagues épidémiques en 2024 et en 2025 au printemps. Et pour l'année 2025, c'est quand même 139 cas de rougeole qui ont été déclarés en Auvergne-Rhône-Alpes en 2025, avec 4 foyers épidémiques de plus de 5 cas. Qui ont été signalés et qui ont été investigués. Voilà, donc le virus circule toujours et il faut vraiment arriver à cet objectif de 95% de doses pour pouvoir interrompre la circulation du virus. Alors, concernant les infections invasives à méningocoque, je sais que le docteur Vielessage, juste après moi, reviendra dessus. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Comme il y a des nouvelles recommandations, j'y reviendrai. Je vous fais un petit point sur l'épidémiologie des infections invasives à méningocoque. On a donc post-Covid-19 une recrudescence observée ces dernières années des infections invasives à méningocoque en 2024 à des niveaux quand même supérieurs aux années pré-Covid. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a un taux de déclaration qui en plus est supérieur au niveau national avec un taux de déclaration des infections invasives qui sont plus fréquentes dans notre région. Alors, quand on regarde par sérogroupe la surveillance des infections invasives à méningocoque, on voit, donc ça c'est le graphique à gauche, en jaune c'était le méningocoque C, et on voit que grâce à la vaccination, on a quasiment une disparition du sérogroupe méningocoque C, qui a été remplacé sur les 3 dernières années par le méningocoque W et Y qui ont pris de l'ampleur. Et on a vraiment presque plus de circulation du méningocoque C, et c'est vrai qu'en grande partie grâce à la vaccination. Mais quand on regarde le graphique de droite, c'est la répartition des sérogroupes par classe d'âge. On voit que selon les classes d'âge, on n'a pas la même répartition des sérogroupes. On a le sérogroupe qui est majoritaire chez les très jeunes enfants, les 0-4 ans, et puis chez les adultes, on va dire 25-59 ans. Le sérogroupe W, lui, est majoritaire plutôt chez les enfants, mais pas les tout petits, les 5-14 ans, et chez les personnes âgées. Et le sérogroupe Y, lui, on voit vraiment une augmentation avec l'âge. Le sérogroupe Y, c'est le rose, qui augmente vraiment avec l'âge jusqu'à atteindre quand même 40% chez les plus de 60 ans. Donc voilà, on a une dynamique des sérogroupes d'infection invasive à méningocoque qui change ces dernières années. Alors, pour revenir à la couverture vaccinale, les méningocoques ACWY sont devenus obligatoires chez le nourrisson depuis le 1er janvier 2025, sachant que, pour rappel, donc, toute vaccination qui a été commencée avant en monovalence C doit être dorénavant poursuivie en méningocoque ACWY. Et on a une couverture vaccinale pour cette première année de mise à vaccination obligatoire, qui est très bonne, qui est déjà de 90% pour la première dose chez les nourrissons. Avec quand même, si vous le voyez sur la carte, des disparités toujours départementales. On a une meilleure vaccination dans plutôt l'ex-Auvergne, avec le Puy-de-Dôme, notamment la Haute-Loire, et la Savoie, et puis toujours la Drôme, l'Ardèche, qui ont des vaccinations plus faibles. Et l'Allier également. Le méningocoque B, alors vous voyez sur la courbe, on a quand même une progression importante. Il était recommandé depuis 2022, il est devenu obligatoire pour les nourrissons depuis le 1er janvier 2025. Donc là, la courbe que je vous ai mise, c'est donc depuis qu'il était recommandé en 2022. Sachant que quand même, pour rappel, la protection est strictement individuelle puisque la vaccination pour le méningocoque B n'a pas d'effet sur le portage. Et donc, d'où l'importance de vacciner chaque enfant. Et on voit une couverture vaccinale qui est en forte augmentation. Alors, pour la première dose, à 8 mois chez les nourrissons, là, on est à 97%, on a une très bonne couverture. Par contre, ça diminue quand même, puisqu'à 3 doses, on est seulement à 65%, avec un objectif de 95%. Donc, il y a quand même encore de la marge pour atteindre une bonne couverture sur le méningocoque B. Mais bon, on voit la tendance qui est quand même en nette augmentation ces 3 dernières années. Alors, pour la deuxième partie sur la vaccination des adolescents et des jeunes adultes,
Donc, le défi du méningocoque ACWY, c'est vraiment aussi la thématique de la campagne cette année. C'est donc la nouveauté depuis l'année dernière. Il est recommandé chez tous les adolescents avec un schéma vaccinal à une dose entre 11 et 14 ans, et quelle que soit la vaccination antérieure. Et en plus, il a été déployé à la rentrée 2025-26 dans la campagne de vaccination au collège avec la campagne HPV. Là, l'enjeu, c'est vraiment que les adolescents sont le groupe où le portage est le plus fréquent. Et donc, vacciner aussi ce groupe d'adolescents permet de les protéger eux, mais de protéger aussi les plus jeunes et les seniors avec qui ils peuvent être en contact vu qu'il y a un fort portage. Par contre, là, les couvertures vaccinales sont à la traîne pour le moment. On a seulement 17% des jeunes de 11 à 14 ans qui ont été vaccinés contre ce vaccin méningocoque combiné à CWY. Et là, seulement 7% des 15-24 ans qui ont fait du rattrapage. Concernant la vaccination donc papillomavirus, la vaccination HPV, là, on est dans une dynamique assez positive. On est en région Auvergne-Rhône-Alpes proche des moyennes nationales et on voit surtout une bonne progression. Là, vous le voyez sur la courbe. On a atteint 61,5% chez les filles et 45,5% chez les garçons. On voit que l'écart se réduit entre les filles et les garçons depuis 2022 où les garçons ont démarré leur vaccination HPV. Mais par contre, on est quand même très loin de la cible. L'objectif, il est d'atteindre 80% à l'objectif 2030. Donc, il va falloir que cette augmentation continue dans les 5 prochaines années pour pouvoir atteindre l'objectif de 80%. Mais en tout cas, la tendance est en bonne progression. Et quand on regarde donc, au niveau départemental, pour là, c'est la vaccination 2 doses à 16 ans chez les filles et chez les garçons. On voit donc globalement également des vaccinations plus fortes, une couverture vaccinale plus élevée, puis de Dôme, Cantal, Savoie, dans une moindre mesure, mais quand même l'Isère, l'Allier, la Haute-Loire. Et par contre, des couvertures vaccinales plus faibles, Ardèche, Drôme, Loire. Voilà. Toutes ces données, je vous le redirai, mais sont disponibles évidemment. C'est pour ça que je ne m'attarde pas trop sur les diapositives, sur les chiffres détaillés. Alors, on a également produit à Santé publique France des données sur l'impact de la campagne au collège. Donc, pour la deuxième saison, l'année 2024-2025, on a regardé les couvertures vaccinales chez les enfants nés en 2012, donc les enfants qui avaient 12 ans en 2024. Donc, à la rentrée de septembre, donc avant la mise en place de la campagne, on avait 37% des filles et 28% des garçons qui étaient déjà vaccinés. Donc, ça, c'est les élèves de 5e qui étaient déjà vaccinés contre le HPV. Et donc, ensuite, on a regardé les données de couverture vaccinale donc pour l'ensemble de cette population, de ces enfants nés en 2012, à la fin de la campagne, au 30 juin. Et on voit qu'on a une augmentation de la couverture de 13 points chez les garçons et 14 points chez les filles. Donc, jusqu'à atteindre 41% de couverture vaccinale chez les garçons et 51% de couverture vaccinale. Là, c'est la couverture une dose dans cette population, c'est-à-dire qu'ils soient vaccinés au collège ou qu'ils soient vaccinés en dehors. Mais vu qu'il y a eu toute cette campagne qui a été faite et de la communication autour de la campagne au collège, on sait qu'on a de nombreux enfants qui, même s'ils ne se sont pas fait vacciner au collège, se sont fait vacciner en dehors par leurs médecins traitants, les pharmaciens, etc. Et donc, on voit quand même qu'il y a vraiment l'impact de cette campagne pour améliorer la couverture. Et donc, pour cette année-là qui est en cours, 2025-26, on n'a pas encore de données puisque la campagne n'est pas terminée, elle est toujours en cours. Mais cette année, en plus du HPV, il y a également les méningocoques ACWY qui ont été ajoutés à la campagne au collège. Et là, chez tous les enfants de 11 à 14 ans et pas seulement les classes de 5e. Concernant la vaccination des adultes et des femmes enceintes, alors là, je fais rapidement une seule diapositive. Chez les adultes, on a des données sur le rappel DTP qui restent faibles. On a 56% des personnes à 25 ans qui ont fait leur rappel et 45% à 45 ans. Donc, c'est moins d'un adulte sur deux qui a fait son rappel. Alors, peut-être qu'on peut rappeler le rôle du professionnel, c'est aussi de pouvoir profiter de chaque consultation pour pouvoir vérifier le statut vaccinal qui est souvent lié à l'âge adulte. La vaccination du nourrisson, c'est quand même vraiment rentré dans les consultations, ça fait partie du suivi, et puis après, on oublie un peu. Et chez les femmes enceintes, on a des données sur la coqueluche, donc là, c'est les données 2024. Le contexte, c'était qu'en 2024, il y avait une épidémie majeure de coqueluche en France, et nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on n'avait pas été épargnés. Et donc, il y a eu quand même une augmentation de la couverture vaccinale dans le cadre de ce contexte quand même d'épidémie, où on voyait que la couverture vaccinale avait augmenté de 19 points pour atteindre 66% de couverture. Donc, il y avait une forte augmentation, mais on voit que des efforts restent quand même à poursuivre pour pouvoir vacciner chaque femme enceinte contre la coqueluche. Et enfin, la dernière partie, c'est la vaccination des personnes âgées.
Donc là, pourquoi vacciner nos aînés? Déjà, donc pour rappeler un contexte, en 2025, la France compte presque autant de personnes de 65 ans et plus que de moins de 20 ans. Il y a un enjeu clinique parce que l'immunosénescence rend les personnes âgées beaucoup plus vulnérables. Par exemple, les infections respiratoires aiguës, c'est 60% des hospitalisations chez les plus de 65 ans pour infections respiratoires aiguës. La grippe, chaque année, c'est 9000 décès par an en France. Et la plupart des décès, 90%, surviennent chez les personnes de 65 ans et plus. Et puis, il y a quand même la HAS qui, en avril 2024, a sorti des nouvelles recommandations, et notamment sur des nouveaux vaccins pour les personnes âgées. On a le nouveau vaccin pneumocoque VPC20 pour toutes les personnes des 65 ans, avec un schéma simplifié. On a un nouveau vaccin zona recombinant, le Shingrix, qui est remboursé dès 65 ans. Et il y a également pour le VRS dès 75 ans ou 65 ans si les personnes ont des pathologies chroniques. Donc voilà, il y a aussi des nouvelles recommandations qui sont sorties pour vacciner les personnes âgées. Et donc là, je vous présente les données de couverture vaccinale contre la grippe pour la saison grippale qu'on vient de terminer, la saison 2025-26. Donc, on a une couverture vaccinale de 56,4% chez les personnes de 65 ans et plus, qui est en augmentation de plus de 3 points par rapport à l'année dernière. Quand on regarde les personnes à risque de moins de 65 ans, donc les personnes avec des pathologies chroniques notamment, on est à près de 30%. Donc là, juste une personne sur 3 à risque se fait vacciner contre la grippe, en augmentation par contre de près de 4 points. Mais quand on regarde donc, le graphique de droite, donc en gros l'ensemble des personnes à risque, qu'elles soient plus de 65 ans ou moins, 50%, donc une personne sur 2, est vaccinée contre la grippe. Et on voit vraiment sur cette courbe qu'en fait l'augmentation pour cette saison, c'est vraiment d'essayer de rétablir la baisse qu'il y avait eu ces dernières années, la post-Covid, où on avait vraiment une baisse de la couverture vaccinale contre la grippe. Mais ça n'a pas atteint les données, la couverture qu'on avait avant la Covid. Et puis, chez les personnes âgées, on a quand même des couvertures vaccinales, quand on regarde d'autres valences, qui restent insuffisantes. Les rappels des TP, 54% à l'âge de 70 ans et seulement 37% à 85 ans. Les données pneumocoques qu'on avait publiées, là, c'est pour l'année 2024, on était à 17% seulement des personnes à risque qui avaient une vaccination contre le pneumocoque. Donc voilà, c'est des données de couverture vaccinale qui restent insuffisantes chez les personnes âgées. Voilà, donc j'ai terminé avec les données de couverture vaccinale. Juste pour terminer, quelques outils mis à disposition par Santé publique France pour vous aider dans votre quotidien. Donc on a le portail de référence, Vaccination Info Service. Il y a un portail grand public et vous avez également un espace dédié pour les professionnels de santé. Il y a des collections de documents qui s'appellent Repères pour votre pratique sur différentes thématiques, mais normalement, notamment certains dépliants synthétiques pour faire le point sur les recommandations vaccinales spécifiques. Il y a le méningocoque, il y a la rougeole, le rotavirus, etc. Il y a des collections qui s'appellent 5 bonnes raisons, où là, c'est plutôt pour le grand public, donc ça permet aussi de répondre aux questions que se posent les patients. Il y a chaque année la carte postale du calendrier vaccinal qui est mise à jour. Il y a également une carte postale spécifique personnes âgées, une carte postale spécifique femmes enceintes. Et le carnet de vaccination adolescents-adultes a également été mis à jour avec les nouvelles recommandations, notamment méningocoque ACWY. Voilà. Vous trouverez tout sur le site Vaccination Info Service et sur le site de Santé publique France. Et donc, en synthèse, on voit quand même le succès des nouvelles obligations vaccinales, et notamment pour les méningocoques. On a vu des disparités départementales, mais qui sont assez différentes parfois selon les valences. On n'a pas toujours les mêmes disparités, même si, globalement, Drôme-Ardèche et Haute-Savoie étant les départements qui ont, pour la plupart des couvertures vaccinales les plus faibles. Une vigilance vraiment est à maintenir pour la rougeole, avec une couverture vaccinale qui est trop faible et le virus continue de circuler. Les adolescents, un faible rattrapage pour les méningocoques ACWY. Les HPV sont en augmentation, mais loin de l'objectif. Donc, on espère aussi que les campagnes au collège permettront d'améliorer ces couvertures vaccinales-là chez les adolescents et une faible vaccination adultes et seniors. Donc, gardez en tête que chaque consultation est une opportunité vaccinale. Tous les indicateurs de couverture vaccinale de Santé publique France sont publiés sur le portail Odyssée, qui est un portail de données en open data, où vous retrouvez beaucoup d'indicateurs, dont les indicateurs de couverture vaccinale. Donc, je vous ai mis le lien ici. Et on a publié hier, ce lundi, diapo suivante, le bulletin vaccination qui a été donc publié hier avec la mise à jour des données de couverture vaccinale chez les nourrissons, adolescents et jeunes adultes. Les données chez les personnes âgées seront publiées dans un deuxième temps en septembre-octobre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Élise. C'était très clair et très complet.
Nous allons laisser maintenant la parole au docteur François Viellesage, sachant qu'il y a quelques questions dans le chat. Peut-être que ce sera François Viellesage Qui pourra répondre. Le vaccin BRS est-il remboursé? On pourra répondre au fur et à mesure à vos questions, sachant qu'on a un timing particulièrement serré. Il faut que normalement à 14 h, on ait terminé et qu'on puisse vous libérer. Alors là, on me dit qu'il y a un petit souci pour que François Viellesage, donc tout le monde connaît, un pédiatre, qui fait partie de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, du groupement pathologie infectieuse pédiatrique et d'Infovac. François, apparemment, on ne peut pas te donner la main pour partager ton diaporama. Alors, bonjour, vous m'entendez? Là, j'ai eu des problèmes de connexion, je suis désolé parce que j'ai raté la première intervention. On t'entend bien, François, mais apparemment… Ah ben oui, très bien, parfait. C'est passé là? Vous partagez? D'accord. C'est parfait. Si tu peux te mettre en plein écran, c'est parfait. Voilà. Donc, merci, bon. Tout va bien. Très bien. Écoutez, je suis content que finalement tout marche parce que je galère depuis une demi-heure. Désolée. Merci François. À toi. Bon, en tout cas, dommage, je regarderai les données qu'a donné Elisabeth. Non, pas Elisabeth, pardon. Élise, vous aurez tous les diaporamas après l'intervention. Donc moi, je vais parler de ce qu'il y a dans le calendrier vaccinal que, comme vous, je n'ai reçu que hier matin. Donc, c'est tout neuf, tout frais. Si on regarde la première cartelette de 2026, on est un peu déçu parce qu'en fait, elle est strictement pareille que celle de 2025. Mais il y a quand même quelques nouveautés. Et en particulier, comme l'année dernière, on avait une version décembre qui avait apporté des choses. Je pense que d'ici 2027, on aura aussi un calendrier qui va s'étoffer, puisqu'il y a beaucoup de travail au niveau de la CTV, la Commission technique de vaccination, et de l'HAS là-dessus. Alors, les nouveautés, bon, mes liens d'intérêt, tout le monde les connaît, hein, je n'insiste pas. D'abord, la confirmation de cette extension du remboursement, de la prise en charge et de la recommandation des vaccins HPV jusqu'à 26 ans. Je vous rappelle un peu le poids HPV en France, hein, en sachant que, voilà, vous voyez ma flèche sur l'écran? Non? Très bien, parfait, oui, bien sûr, on le voit très bien. Donc, vous voyez que si, bien sûr, la majorité, ce sont des femmes avec le cancer du col, les hommes sont une partie importante, hein, on est pratiquement à un quart, trois quarts, mais même un peu moins. Et surtout, il y a une évolution importante qui se fait maintenant, c'est que les cancers oropharyngés, donc qui comprennent tous les cancers ORL et de la bouche, et dus à l'HPV, sont en pleine recrudescence et malheureusement remplacent la cause principale qui était avant, qui était celle du tabac. Mais vous voyez que quand même, c'est 30 000 lésions précancéreuses du col en France chez la femme, 6 000 nouveaux cancers dus à HPV, donc hommes et femmes, et rien que pour le col, c'est surtout là-dessus qu'on a des données, on a 1000 décès encore par an, malgré le dépistage actuel. Alors, la contribution de l'HPV au développement des différents types de cancers, vous voyez que d'abord, c'est le cancer du col de l'utérus, c'est exclusivement à 0,01% près la cause des cancers du col. Mais on a aussi les cancers de l'anus, vous voyez, on a plus de 87%, du vagin, du pénis et de la vulve, et surtout cette recrudescence, vous voyez à droite, de tous les cancers ORL, donc ça va de l'oropharynx au larynx, qui représente, où quasiment 1 sur 2 est du HPV. Et donc, si on prend les chiffres européens, c'est quand même 107 000 cas de cancer HPV par an, donc 85 000 femmes et 22 000 hommes. Et dans le monde, où l'HPV est la deuxième ou troisième cause de cancer de la femme, on est à 700 000 cas par an dans le monde, et c'est tout à fait sous-évalué. Alors, sur les cancers oropharyngés, c'est ce qui a justifié aussi, pour des tas de raisons, enfin, en plus des autres raisons, la vaccination universelle du garçon et celle HPV. Vous voyez, celle-ci, c'est la publication de Mirghani de 2023 qui montre une ascension dans la région parisienne du nombre de cancers oropharyngés du HPV. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu les marqueurs de cancer HPV, l'augmentation de toutes les lésions qui sont P16 positives. Et on sait que maintenant, aux USA, 70% des cancers oropharyngés sont HPV positifs. Donc, il y a plus de cancers oropharyngés aux États-Unis maintenant, largement, que de cancers du col du HPV. Sur la couverture vaccinale, après cette période très basse,
des années 2013-2014 qui ont fait suite à un bon démarrage pour la cohorte 2010, hein, ce sont les 15 ans, donc il faut rajouter 15 ans non, pardon, c'est en bas, j'ai changé justement, j'ai mis les années où les jeunes filles avaient 15 ans. Donc essentiellement, la couverture vaccinale de la fille au début, et puis celle du garçon qui apparaît en 2021, qui monte, et je crois qu'on l'a dit dans l'intervention précédente, qui a surtout fait un bond de 10% entre 2024 et 2025 sur les dernières données, puisqu'on passe de 37% à 46%, de 9%. Et si on fait le bilan des collèges en Savoie, vous en avez peut-être parlé juste avant, je ne sais pas, il faut voir que ce bilan peut être considéré comme négatif parce que il n'y a eu que 660 vaccinés sur 20 000 collégiens. Mais il faut voir que c'est en partie grâce à ça qu'il y a eu l'augmentation de la couverture vaccinale parce que ça fait un boost au niveau de la communication, ça a convaincu les gens qui ont été voir leur médecin après, et c'est là où on dit qu'il ne faut pas opposer la vaccination en milieu scolaire et la vaccination en milieu libéral, c'est tout à fait complémentaire et l'un renforce l'autre, et c'est certainement un élément important de cette amélioration de la couverture vaccinale, et l'ajout de la vaccination au méningo-ACWY est importante aussi. Hein. Donc aussi une disparité régionale hein, en France, en sachant qu'il y a un gradient qui part grosso modo du nord-ouest et qui descend vers le nord-est, et qui est paradoxal, parce que c'est inversement proportionnel avec l'incidence et la prévalence des infections HPV, en particulier pour les Drômes, et où ils ont la plus forte prévalence et incidence des maladies HPV, et c'est eux qui ont la plus mauvaise couverture vaccinale, et ça c'est vraiment regrettable. Alors pourquoi vacciner jusqu'à 26 ans? Eh ben, vous voyez qu'il y a une pertinence épidémiologique, hein. 50% des cancers du col sont liés à des infections contractées après l'âge de 20 ans. Il y a un rattrapage d'un retard cumulé important, puisqu'il y a 2 millions de femmes qui avant ont dépassé l'âge de 19 ans où c'était recommandé sans avoir été vaccinées. Et toutes ces femmes-là, il faut les rattraper. On double ça en plus parce qu'il y a les garçons à rattraper encore plus, qui sont un réservoir important de cancer futur et vital. Vous savez que le garçon reste plus longtemps porteur de l'HPV que la femme. Il a une clairance HPV qui est moins rapide. Il y a un problème d'équité qui m'a toujours choqué. Pourquoi vacciner jusqu'à 26 ans les hommes homosexuels alors que les femmes ne l'étaient que jusqu'à 19 ans? Je pense qu'il n'y a pas photo, c'est les deux qui doivent être vaccinés jusqu'à cet âge-là. Donc c'était un problème d'équité. Ça permet de responsabilité aussi parce qu'on a pas mal d'adolescentes qui dépassent l'âge de 19 ans alors que parce que leurs parents, sans être vaccinés, parce que leurs parents ont refusé de les vacciner. Et là, maintenant, elles sont responsables de leur vaccination à partir de 18 ans, donc elles pourront le faire plus facilement. Et d'ailleurs, l'acceptabilité a été bien démontrée chez les 18-24 ans, autour de 80% dans le baromètre santé, autour de 80% d'opinion favorable, donc supérieure à celle de leurs propres parents. Et donc, l'augmentation de cette couverture vaccinale va permettre aussi de renforcer l'immunité de groupe. Je vous rappelle qu'en Australie, où ils ont commencé le plus tôt à vacciner massivement, eh ben, quasiment, il n'y a plus de circulation des génotypes des vaccins qui sont quand même les principaux oncogènes. Alors, à quel âge il faut vacciner? Le problème, c'est actuellement, donc, dans le calendrier vaccinal, on est toujours avant 15 ans, c'est 1+1. Et là, j'insiste, c'est 1+1 à condition qu'il y ait 6 mois d'intervalle au moins. On peut tolérer jusqu'à 4-5 mois, mais ce n'est pas souhaitable. C'est au moins 6 mois. Et après, il n'y a pas de limite supérieure pour la deuxième dose. Par contre, si vous avez fait la dose trop tôt, avant 4 mois, eh ben vous êtes obligé de repasser en schéma 2+1. Pour le schéma 2+1 qui concerne les plus de 15 ans, il faut que les 2 premières doses aient été faites quand même à au moins 2 mois d'intervalle et que la 3e dose au moins à 6 mois, pareil pour cet effet booster qui est nécessaire, qui nécessite une maturation des lymphocytes T mémoire qui vont en 4 mois commencer à avoir la capacité de provoquer lors d'un contact suivant, c'est valable pour tous les vaccins, avec la maladie ou avec le vaccin, de stimuler la production d'anticorps, mais aussi sa qualité en augmentant l'affinité. Et dans ces 2 cas-là, le choix du schéma, c'est en fonction de l'âge de la première dose, c'est-à-dire de l'initiation de la vaccination. Si vous avez une femme ou un homme de 20 ans qui a eu une première dose à 13 ans, mais qui n'a pas eu l'autre,
vous le considérez comme un schéma 1+1, comme s'il avait moins de 15 ans. C'est la première dose qui compte, ce n'est pas la peine de le repasser. D'ailleurs, vous voyez que sur l'efficacité, sur l'étude bien connue maintenant de Ley, qui est la première qui a montré l'efficacité sur les cancers et non pas l'efficacité sur l'immunogénicité, donc c'est une efficacité clinique sur les cancers. Vous voyez que quand on vaccine avant l'âge de 17 ans, on a 88% d'efficacité, avec un indice de confiance qui est quand même très resserré, mais ensuite, après 17 ans, on reste à 53%, voire plus. Il y a d'autres études qui ont confirmé cela. Donc, pour finir avec HPV, rapidement, ça c'est pour l'avenir, ce n'est pas encore dans le calendrier vaccinal, mais les gynécos s'en occupent de plus en plus, et souvent, nous, en tant que médecins, surtout les généralistes, vous voyez revenir des généralistes qui veulent vacciner des femmes qui ont déjà été infectées, qui ont déjà été conisées, voire traitées pour des cancers. Ce n'est pas une faute médicale, ce n'est pas dans les recommandations, ce n'est pas remboursé, ça sera peut-être un jour, ça commence à l'être dans certains pays, mais il faut savoir que en post-conisation, le risque de récidive d'une lésion de haut grade ou d'un cancer, elle est de 10 à 14%, et vacciner à ce moment-là prévient la réinfection par les génotypes cibles, en particulier sur ces zones qui ont été remaniées chirurgicalement et qui sont plus sensibles que d'autres, et qui sont rendues donc immunologiquement vulnérables. Il faut aussi, ça permet d'étendre la protection aux génotypes non encore rencontrés. On sait que ces êtres, enfin on a surtout des données sur les femmes, donc je vais parler surtout des femmes, elles ont une susceptibilité particulière pour faire des infections HPV. Donc on réduit les localisations secondaires. Par contre, ça n'a pas d'effet thérapeutique, l'ADN n'est pas modifié, mais on peut considérer ça probablement comme un adjuvant du traitement. Et en plus, il n'y a aucun risque à le faire, la tolérance est excellente. Et vous voyez que sur les données qu'on a, qui sont certes pas très robustes encore, qui demandent à être confirmées, on aurait une augmentation des signes 2 de près de 60% et des hauts grades dus au génotype 16-18 qui montent à 63%. Vous voyez que c'est important. Voilà pour l'HPV, on fera des questions après si vous voulez. Donc deuxième sujet important pour ce calendrier vaccinal, c'est le pneumocoque, le 20 ou le 21. Alors, pour l'adulte, je n'en reparlerai pas, c'est acquis, etc. Nous sommes clairement dans le regret, mais ça va venir, de la vaccination de l'enfant au 20. Pourquoi? Alors, je reprends un peu ce tableau que tout le monde connaît peut-être un peu. On est passé du PCV, c'est-à-dire du Prevnar 7 classique historique, au PCV 20 en rajoutant des génotypes au fur et à mesure. Et puis est arrivé le 21 qui rajoute des génotypes, mais qui enlève les génotypes finalement qu'il y avait jusque dans le 7 et une partie du 15. Alors pourquoi le PCV 15, donc c'est le Vaxneuvance que vous connaissez. Les deux souches émergentes du 22F et 33F sont essentiellement américaines, or c'est Pfizer qui les fait. Le 20, par contre, amène beaucoup de génotypes. Et vous voyez qu'il n'y a pas que les génotypes, il faut regarder si c'est en rouge. Quand c'est en rouge, ce sont des génotypes à disease potential élevé, c'est-à-dire que ce sont les génotypes dangereux. On a marqué sérotype, c'est une erreur, ce sont des génotypes. Et puis le 21 qui amène ça. Alors pourquoi le 21 ? Eh bien parce qu'on considère que la couverture vaccinale des enfants, qui sont le réservoir du pneumocoque, est tellement bonne que ces génotypes-là ne circulent plus beaucoup et que maintenant on a à agir sur les génotypes qui circulent encore. Et c'est pour ça que vous voyez sur ces tableaux, par exemple, on voit l'intérêt du 20 déjà chez les 0-23 mois. On passe quand même de 24% de génotypes couverts à 50%. Chez les 15-64 ans, on passe à 66%, mais le 21 passe à 82%. Et chez les sujets âgés de plus de 64 ans, là, vous voyez que même par rapport au 20, on a un net avantage. Donc, le Prevnar 20 nous paraît le vaccin pédiatrique qui couvre actuellement en France le pourcentage le plus élevé de génotypes parmi les infections résiduelles. Après cette période, grâce à la bonne couverture qu'on a eue grâce au 7 puis au 13, et vous voyez qu'on aura une augmentation très nette dans la population générale pédiatrique des génotypes couverts. Pour les populations à risque qui ont déjà été vaccinées en 13 ou en 15, vous voyez que l'amélioration avec le Prevnar 20 est tout à fait significative. Elle le sera aussi avec le 21.
Et pour les sujets de 5 à 15 ans plus élevés, pareil. Donc on a une discussion à avoir entre le 20 et le 21 qui va avoir lieu, mais ces deux vaccins-là amènent quand même un avantage tout à fait clair. Sur le plan de l'immunogénicité, on est à peu près pareil. On compare ici le 20 avec le 13, et vous voyez quand les intervalles de confiance sur les génotypes communs, l'efficacité est la même, et bien sûr elle est très supérieure sur les génotypes qu'il n'y a pas dans le 13. Donc en take-home message, je pense sur le pneumo, pour l'instant on reste sur le Prevnar 20 chez l'adulte à risque. Chez l'enfant, on reste encore avec les recommandations 13 et 15. Malheureusement, chez l'enfant à risque, la recommandation, c'est quand même de faire un Prevnar 13, puis un pneumo 23. Le pneumo 23 est un vaccin qui doit disparaître parce que c'est un vaccin polysaccharidique non conjugué, qui est moins efficace, dont l'efficacité baisse en plus au fur et à mesure des injections et qui est complètement supplanté par le Prevnar 20. Donc le Prevnar 20, c'est le vaccin le plus adapté aux enfants sans pathologie jusqu'en France avant 2 ans. Les enfants à risque doivent certainement avoir un Prevnar 20, peut-être un 21 après. Et pour les adultes, c'est le Capvaxive, le pneumo 21, qui est le plus adapté, mais en une seule dose, qui remplace de toute façon les schémas Prevnar 13 plus pneumo 23. Le méningocoque. Alors là, on a eu des problèmes de communication, c'est clair. Donc soyons clairs, je pense que le calendrier amène quelques clarifications. Je rappelle quand même, grosso modo, Anne-Sophie, si je ne suis pas assez rapide, tu me le dis. Vous savez qu'il y a un problème d'infection et il y a un problème de portage et donc d'effet collectif avec les méningos. Donc sur les infections, le premier pic, vous savez, c'est avant 3 ans et surtout avant 1 an. Après, il y a un pic grosso modo entre 14 et 23 ans. Le dernier cluster, c'était 16-24 ans dans notre région. Et puis, il y a le cluster chez les plus de 80, enfin, le pic chez les plus de 85 ans. Que ce soit des vaccins méningo B ou ACWY, ils ont tous une protection individuelle qui dépasse les 80-85%. Par contre, le deuxième problème, c'est le portage. Or, le portage, vous voyez que le pic, il est essentiellement dans la population adolescent et jeune adulte. Et là, le problème, c'est que le méningo B n'a pas d'action sur le portage, alors que les ACWY fait de manière correcte. ACWY à 11 ans et pas le MEN-B à 11 ans, on va le mettre à 15 ans pour couvrir le MEN-B. On a besoin d'un effet individuel qui va couvrir cette zone-là. En vaccinant avec l'ACWY, à cet âge-là, on couvre le portage et en plus, on couvre la période à risque de l'adolescent et jeune adulte. Et il faut savoir que autant maintenant, grâce aux obligations, la couverture vaccinale en ACWY comme en B est excellente chez le petit, autant chez l'adolescent, qui est le réservoir, la couverture reste encore nulle en 2025, enfin nulle, elle est à 17% pour les 11-14 ans et encore moins bonne pour les 15-24 ans. Donc pour se résumer, le Bexsero, le méningo B, l'efficacité, elle ne dépasse pas 5 ans, elle n'a pas d'effet sur le portage, il a une bonne protection individuelle pendant cette période-là. Il faut savoir aussi que chez le nourrisson, après les 2 premières doses, à 3 et 5 mois, les anticorps baissent beaucoup et que le rappel à 12 mois est essentiel et ne doit pas être retardé parce que c'est lui qui va permettre de booster l'immunité et d'avoir une bonne défense. C'est pour ça que si vous avez du mal à vacciner avec 3 doses à 12 mois, ce n'est pas le Bexsero qu'il faut reporter. C'est plutôt la CWY, ça ne sera pas la rougeole non plus. Donc il faut... Et chez les 15-24 ans, il faut aussi faire un schéma à 1+1, mais de préférence pour avoir une meilleure immunité, avoir 6 mois d'intervalle entre les deux. Et pour la CWY, je vous ai déjà tout dit, et je ne reviens pas là-dessus. Alors ce tableau qui avait été fait par Santé publique France était très parlant, très didactique, je trouve. Par contre, il a un problème, c'est qu'il barre l'obligation à 24 mois, à 23 mois révolus, alors qu'on sait maintenant que tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2023. Or, si je ne m'abuse, ils ont 3 ans et demi maintenant. Les choix, en fait, les lois sont arrivées les unes sur les autres. 2023, vous savez qu'on a étendu l'obligation du méningo C à tous les méningos par un bis législatif qui fait qu'on a enlevé le C, on a dit tous les méningos. Ça a été confirmé par le décret de juillet 2024.
En 2025, dans la loi LFSS, il y a bien eu marqué que c'était les enfants nés à partir du 1er janvier 2023. Et récemment, le JO est sorti avec le remboursement, pas la recommandation ni l'obligation, le remboursement pour tous les enfants nés à partir de 2020. Ça perturbe un peu le vaccinateur que nous sommes. Et donc, je pense que maintenant, oui, c'était ça que j'avais mis, excusez-moi, j'ai mis une diapo de plus. Je crois que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le CALVAC 2026 maintenant. La vaccination contre les infections est obligatoire pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2023, que ce soit en ACWY, en B. Il y a un rattrapage vaccinal qui est recommandé de façon transitoire de 2 à 4 ans révolus, c'est-à-dire 5 ans moins un jour, y compris ceux qui ont été vaccinés contre le méningococque. J'ai quelques doutes sur la troisième phrase, on en parlera peut-être pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2023. Le rattrapage est obligatoire, mais uniquement pour ceux n'ayant pas été vaccinés conformément au calendrier vaccinal avant l'âge de 2 ans. J'avoue qu'on a une grosse discussion pour comprendre vraiment le tenant et les aboutissants de cette phrase-là. On pourra avoir des informations après. Je crois, j'ai même demandé à l'IA qui a dit oui, c'est un peu confus, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire. Bon, c'est tout. Bon. Et puis, surtout, il y a eu cette vaccination MENACWY rajoutée, proposée gratuitement aux EF5e qui, même s'il ne va pas avoir un gros poids sur le nombre de vaccinés, va avoir un gros poids au niveau communication. Je passe au VRS. À la coqueluche, je ne m'étendrai pas sur le VRS juste pour parler du problème de la femme enceinte et de la vaccination. Je crois que ça a été abordé dans la présentation précédente. Mais grosso modo, pour se résumer, la vaccination grippe, elle a un gros intérêt chez la mère, pas mal chez le fœtus, moins chez le nourrisson. La coqueluche, par contre, l'intérêt, il est essentiellement chez le nourrisson de moins de 6 mois. Pour la Covid, vous voyez que c'est plutôt mère et fœtus. Et pour le VRS, on est comme pour la coqueluche, majoritairement pour l'enfant de moins de 6 mois. Et surtout, ce qui va venir, qui n'est pas encore dans le calendrier, mais qui est un gros espoir, on n'est qu'en phase 2 encore, hein, c'est pour le strepto B, qui est la principale cause d'infection invasive chez l'enfant de moins de 3 mois. Et donc, il va avoir un intérêt qu'il faudra faire chez la mère. Donc, vous voyez, la mère va être le pilier central avec l'enfant de la vaccination et puis des sujets âgés aussi. Alors, juste pour expliquer ce tableau que j'ai déjà montré à la RIPA, qui paraît un peu compliqué, mais qui l'est un peu moins que tous les autres tableaux que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. En fait, c'est la recommandation actuellement de vacciner avec la Brisevaux, le vaccin VRS de la mère, elle est entre 32 et 36 semaines. Alors pourquoi? D'une part, vous savez que la vaccination de la mère permet le passage des anticorps, que ce soit pour la coqueluche ou pour les autres, et en particulier le VRS et les autres, par un passage actif par le placenta, qui va donner à l'enfant, à la naissance, une immunité qui, elle, est passive. C'est comme si on injecte des anticorps. La mère est vaccinée, mais l'enfant, lui, reçoit que les anticorps de sa mère. Il n'est donc pas vacciné, et il a le taux d'anticorps qu'il va avoir maximum à la naissance, voire même supérieur à ceux de sa mère, va décroître en 6 mois. Donc, si vous vaccinez à 32 semaines contre le VRS, si vous le faites en juillet, cet enfant, à condition qu'il ne soit pas prématuré, va accoucher 2 mois plus tard, c'est-à-dire en septembre. En septembre, l'épidémie n'a pas forcément commencé encore. Elle peut commencer, mais l'année dernière, par exemple, c'était plutôt en novembre. Donc, si vous voulez, si ça commence en novembre, il va avoir le maximum d'anticorps en septembre-octobre, à un moment où il y a peu ou pas de VRS qui circulent. Si vous le vaccinez, par contre, en août, il a toutes les chances de naître en octobre-novembre, et à ce moment-là, il va tomber dans la bonne période. C'est très bien. Donc, dire que, par exemple, qu'on commence en septembre pour tout le monde, que ce soit l'anticorps ou le vaccin, c'est pas logique au niveau immunitaire. C'est pas logique. Il faut commencer le vaccin en juillet et l'anticorps, on le commence quand on a l'annonce, de préférence 15 jours avant, de l'arrivée de l'épidémie. Nous, en Rhône-Alpes, on a de la chance parce que souvent, c'est les Parisiens qui commencent, donc on le sait 15 jours avant. L'autre problème, c'est pourquoi 32 semaines? Le problème de 32 semaines, c'est pour avoir 15 jours vis-à-vis de la vaccination de la mère coqueluche qui se fait entre 20 et 32 semaines. Mais le transfert actif, il se fait dès 14 semaines. Il est maximum entre 20 et 32 semaines. Pourquoi ne pas vacciner la mère
contre la coqueluche à 28 semaines, c'est là où ça sera le plus efficace, et à 30 semaines contre le VRS, qui nous permettra d'avoir 2 mois et demi. Ça permettra de couvrir les prémas qui seront nés avant, et ça permettra de faire la vaccination à ce moment-là dès juillet, parce que 2 mois et demi, ils vont accoucher début octobre, en pleine période où la période VRS va commencer. Donc tout ça, c'est une discussion à voir. Pour l'instant, on a des recommandations. Ça doit se combiner avec la surveillance de la grossesse, pour les sages-femmes en particulier, et les gynécos. Mais comme les pharmaciens sont tout à fait capables de vacciner, les sages-femmes aussi, en dehors de cette surveillance de la grossesse, on peut très bien surveiller la grossesse, prescrire à 28 semaines le vaccin coqueluche et à 30 semaines le vaccin VRS. Et c'est le pharmacien qui le fera, par exemple. Voilà, ça c'est notre avis Infovac. Ce n'est pas encore dans la recommandation, mais je pense que les esprits vont évoluer très rapidement là-dessus. François, je vais t'obliger de te dire il te reste 2 minutes, hein, parce que Ça je va. voudrais... Donc, le calendrier, j'en ai parlé, donc je passe. La rougeole, importance aussi, on va savoir comment ça va s'appliquer, mais obligation professionnelle de santé. Tous les professionnels de santé, tous ceux qui sont en contact avec la petite enfance. Chez les nounous, je ne sais pas comment on va faire, mais bon, ça va ça. Et pour terminer, et j'ai terminé, vous voyez, quand même, j'ai un message positif. Il y a eu une action très positive de la CTV actuelle. Il y a eu une action très positive des différentes ARS, des sociétés savantes, des libéraux et de l'éducation nationale aussi, qui fait qu'on a, par rapport aux années 2015-2017, où on était les champions du monde de l'hésitation vaccinale, qui persiste malgré tout encore un peu, grâce aussi à quelques supports qui viennent de l'Ouest, si vous voyez ce que je veux dire. On est quand même maintenant dans le baromètre santé publique à 80% des adultes qui sont convaincus que la vaccination est utile, voire très, très favorable pour un quart d'entre eux, et avec des améliorations des couvertures vaccinales qui sont très bonnes. Donc je peux répondre aux différentes questions si vous voulez. Alors, on fait tout à la fin. On va être pris par le temps, hein. On a effectivement dans le chat quelques questions. Pour ne pas empiéter trop au-delà de 14 heures, je vous propose de poser vos questions sur l'adresse promotion de la santé qu'on vous a donnée en début de webinaire, hein. On n'a pas prévu suffisamment de temps. Je voudrais laisser la parole. Merci beaucoup en tout cas, François, c'était très clair et très complet. Et on va te solliciter probablement pour les questions qui seront posées sur le chat dans un deuxième temps. En tout Pas cas, de problème. Merci beaucoup pour votre invitation et bonjour Elisabeth. Merci. Bonjour. Alors, nous laissons la parole au professeur Elisabeth Botelho-Nevers qui va nous parler donc de l'autonomie des seniors avec la vaccination des seniors, vacciner pour vieillir en bonne santé. Elisabeth Botelho-Nevers est praticien hospitalier, infectiologue, chef d'infectiologie au CHU de Saint-Étienne, directrice scientifique de l'Institut Présage, et elle est fortement impliquée, je dirais que c'est le pilier essentiel, l'experte de Prévax, hein, dont on a parlé en introduction. Voilà, le professeur Elisabeth Botelho. Merci Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Oui, je vais essayer de faire vite. Merci et je ne suis pas le pilier, je suis un des piliers de Prévax avec d'autres collègues. Mes liens d'intérêt, je fais beaucoup de recherches en vaccinologie et je collabore avec toute l'industrie du vaccin sans rémunération à titre personnel. Ils sont détaillés ici. Je ne vais pas revenir et je vais vite rentrer dans le vif du sujet, mais ça a été dit par Élise Bretet, on est aujourd'hui dans un changement démographique et effectivement en 2040, un habitant sur 3 aura plus de 60 ans et en France, on a des données aussi qui montrent vraiment l'accélération du vieillissement de la population. Diapositive suivante. Les sujets âgés, vous le savez, c'est une population qui est particulièrement à risque face à l'infection, d'une part par l'immunosénescence, hein, qui va impacter à la fois la réponse immunitaire innée avec des phénomènes d'inflammation chronique, hein, ce qu'on appelle l'inflammaging, mais aussi les réponses immunitaires adaptatives. Et puis, il y a par ailleurs, avec l'âge, une altération physiologique des muqueuses, de la peau, du tube digestif, qui vont aussi favoriser les infections. Donc, cette susceptibilité accrue, elle est vraie pour les infections bactériennes, elle est vraie pour les infections virales.
Et on observe une incidence donc plus élevée des infections, notamment des infections respiratoires, urinaires également, mais pour ce qui est notamment du domaine de la vaccination, des infections respiratoires. Ces infections sont en général plus sévères avec l'âge, et puis elles ont des conséquences long terme. On y reviendra, avec à la fois une morbidité du fait des infections et une mortalité plus élevée. Et bien entendu, c'est vrai chez le senior, y compris, je dirais, en relative bonne santé, au fur et à mesure de l'avancement de l'âge, mais c'est d'autant plus vrai, bien sûr, que le sujet âgé, il est fragile, il est comorbide et ou institutionnalisé. Diapositive suivante. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail de ça, mais effectivement, cette immunosénescence, elle altère la réponse immunitaire. Et donc, potentiellement, l'efficacité vaccinale peut être moindre. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il est important, il est primordial de vacciner les sujets âgés. On entend parfois, oh, de toute façon, ils ne répondent pas à la vaccination. Non, en fait, cette vaccination et l'efficacité vaccinale, elle est vraiment variable en fonction des vaccins, en fonction des sujets, en fonction aussi de l'outcome qu'on regarde sur l'efficacité. Est-ce que c'est la réduction de l'infection? Est-ce que c'est la réduction de l'hospitalisation, de la mortalité ou encore la réduction de l'infarctus du myocarde? On y reviendra. Et donc, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est primordial de vacciner les sujets. Diapositive suivante. Heureusement, et ça a été déjà dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, effectivement, on a plusieurs vaccins de l'adulte âgé qui sont finalement très efficaces dans cette catégorie d'âge. Et il y a eu une amélioration progressive avec des vaccins qui aujourd'hui, que ce soit les vaccins dits améliorés pour la grippe, que ce soit les vaccins conjugués, PCV 20 ou 21, que ce soit le vaccin contre le Zona ou les vaccins contre le VRS ou vaccins contre la Covid, ont une efficacité vaccinale chez les seniors, et on en dira quelques chiffres plus tard. Malheureusement, les couvertures vaccinales, vous voyez qu'après 65 ans, elles ne sont pas bonnes, elles sont en général comme celles de l'adulte, voire pour certaines encore plus basses. Y compris le DTP coqueluche n'est pas suffisamment rappelé. La couverture grippale a été, comme ça a été dit par Élise, est trop faible. Le Covid aussi. Et puis les pneumocoques, clairement des couvertures vaccinales trop faibles. Et les Zona, on a peu de données, mais elles sont très faibles. Pour ce qui est du VRS, et je crois que ça répond à une question de tout à l'heure, en France, on n'a pas idée, tout simplement parce que ces vaccins sont recommandés, mais ne sont malheureusement, et on peut le regretter, toujours pas remboursés. Diapositive suivante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fardeau des infections, notamment respiratoires, il est à la fois visible, bien entendu, les hospitalisations pour des décompensations respiratoires, les consultations, les passages aux urgences, les réa, les décès, mais la plus grande partie du fardeau est invisible, avec notamment des choses comme les AVC, comme les infarctus du myocarde, le déclin cognitif et puis la décompensation de beaucoup de tares. À l'hôpital, on voit parfois des gens arriver avec, par exemple, un tableau d'insuffisance cardiaque. On ne va pas forcément dépister, par exemple, la grippe ou un VRS ou un Covid ou que sais-je. Mais par contre, quand on interroge, on sait que parfois, quelques jours avant, quelques semaines avant, la personne a présenté un épisode viral pour lequel elle n'a pas forcément consulté. Quand c'est des épisodes bactériens, souvent les gens vont être amenés à consulter de façon plus importante. Et puis, dans ce fardeau invisible, il y a aussi la perte d'autonomie. On va y revenir. Diapositive suivante. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est des notions qui sont pour certaines pas tout à fait nouvelles, mais qui en tout cas aujourd'hui sont plus mises en avant, et à juste titre, c'est que les infections, chez les seniors notamment, mais pas que chez les seniors, mais aujourd'hui on parlera des seniors, vont impacter la survenue et vont engendrer la survenue d'événements cardiovasculaires. Alors, pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, mais je vous renvoie vers le livre blanc qui est accessible avec l'adresse internet que je vous ai mis et qui a été fait par un collectif dont je fais partie, mais les collègues de Prévax en font partie aussi, notamment Gaëtan Gavadi. Et donc, finalement, les différentes infections, que ce soit la grippe, que ce soit le Covid, le VRS, le pneumocoque, le Zona aussi, mais ici on parlait d'infections respiratoires, vont être associées à un surrisque cardiovasculaire, surrisque qui finalement va impacter et va être associé à une survenue, d'autant plus qu'il existe déjà une prédisposition, il y a déjà une comorbidité.
mais ce surrisque est décrit, y compris chez des gens qui n'ont pas de comorbidité au moment où ils vont faire leur infection, par exemple à VRS ou à grippe. Et puis des choses aussi qu'on explore de plus en plus, c'est finalement l'observation qu'après une infection, on va avoir effectivement une majoration du risque d'événements de type dégradation de l'état neurocognitif et éventuellement de démence. Diapositive suivante, et ça avec les différentes infections qu'on a vues. Et donc l'infection va vraiment agir comme un point de rupture sur un état d'indépendance qui est variable au départ, mais qui peut être pas si mauvais. L'épisode infectieux, et c'est des choses qu'on retrouve avec les différentes infections, notamment respiratoires, mais également le zona, vont avoir un impact et vont vraiment venir casser, en quelque sorte, cet état d'indépendance, ou en tout cas de dépendance faible, et vont venir dégrader ça avec effectivement une dépendance qui va s'installer et qui va pouvoir persister chez effectivement 32 à 66% des patients. Et là aussi, vous pourrez avoir toutes les infos, j'essaye de faire vite, dans le livre blanc. Diapositive suivante. En sachant quand même que cet outcome, la perte d'autonomie, c'est un outcome sur lequel finalement on a des données, il existe des données, mais ces données sont souvent hétérogènes et puis il y a peu de standardisation sur la façon dont on mesure cet outcome. Donc là, il va falloir faire un vrai effort pour venir amener des données de qualité complémentaires à celles qui existent déjà. Suivante. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en vaccinant, et y compris les sujets âgés, on va avoir une efficacité sur les outcomes classiques qui sont l'hospitalisation, par exemple, qui sont le décès, qui sont la survenue des infections. Et là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que finalement, ces vaccins chez ces sujets âgés ont un impact significatif avec une réduction des outcomes tels que les hospitalisations, les décès qui sont importants, variables en fonction des études et des vaccins, mais qui sont importants, que les vaccins améliorés, par exemple, vont améliorer encore l'efficacité de ces vaccins. Et puis, il y a des bénéfices au-delà de l'hospitalisation, au-delà de l'absence de décès. On va aussi avoir un bénéfice avec des réductions des risques cardiovasculaires qui sont observés. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais tout est accessible dans le livre blanc. Diapositive suivante. Et donc, effectivement, aujourd'hui, quand on voit la vaccination, l'idée, c'est venir empêcher l'infection. Il y a sans doute d'autres mécanismes qu'on ne comprend pas encore qui agissent grâce à la vaccination et qui vont faire que la vaccination va vraiment être un espèce de bouclier de l'autonomie et de la qualité de vie des seniors. Et plusieurs études s'intéressent finalement à l'impact de la vaccination sur l'augmentation des fameux QALY. Vous savez, c'est ces indicateurs qui finalement permettent de mesurer le nombre d'années de vie ayant une qualité de vie importante et en bonne santé. Et donc, ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont mesurées et qui gagnent à être encore plus mesurées et qui montrent que la vaccination va être associée à une augmentation de ces QALY. Donc ça, c'est des éléments importants. Et un autre élément important, c'est que par exemple pour la grippe, quand les personnes sont vaccinées et qu'elles font quand même un épisode de grippe, elles vont finalement moins perdre en autonomie et moins perdre sur les scores ADL que quelqu'un de non vacciné qui fait la grippe et qui est hospitalisé. Diapositive suivante. Aujourd'hui, et vous l'avez sans doute déjà entendu, par exemple, la grippe, le vaccin contre la grippe va avoir finalement un impact et une protection, une efficacité contre la survenue d'infarctus du myocarde qui est assez similaire et avec le même niveau de preuve que, par exemple, les statines. Donc ça change un petit peu la donne. Diapositive suivante. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les cardiologues qui disent vraiment que effectivement, la vaccination, c'est vraiment le 4e pilier de la prévention cardiovasculaire. Et diapositive suivante.
la Société européenne de cardiologie a sorti l'an dernier un statement, les Américains ont fait pareil, et puis aujourd'hui dans tous les pays, les cardiologues se mobilisent très fort sur la vaccination parce qu'ils connaissent justement le niveau de preuve de ces vaccins, qui est un tout petit peu variable en fonction des vaccins, mais qui tend de toute façon globalement vers une diminution du risque cardiovasculaire grâce à la vaccination. Diapositive suivante. Là, vous n'y voyez pas grand-chose, mais je vous renvoie vers le livre blanc. Ça synthétise en fait l'effet des différents vaccins sur la réduction du risque d'événements, notamment cardiovasculaires. Et puis, vous pourrez trouver aussi dans le livre blanc des éléments sur la réduction, en tout cas l'observation d'une réduction du risque d'événements neurodégénératifs et de démence. Diapositive suivante. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est comment améliorer l'efficacité vaccinale et surtout la protection vaccinale. J'espère vous avoir convaincu que la meilleure façon de faire, c'est de vacciner les sujets âgés. Encore une fois, on ne peut pas répondre à un vaccin qu'on n'a pas reçu. Et très clairement, la réponse est peut-être moins bonne que celle d'un sujet jeune, mais la réponse est là et elle est associée à une protection. Il est vraiment de notre rôle à tous d'informer et de proposer les vaccins. Mes collègues ont beaucoup parlé finalement de l'adhésion vaccinale. On sait que le meilleur élément pour pouvoir être amené à vacciner, c'est que le professionnel de santé recommande de façon forte et très claire la vaccination. Il faut pouvoir adapter son discours parce que chez les sujets âgés, finalement, les craintes ne sont pas les mêmes. Et quand on explique qu'il faut se faire vacciner pour ne pas faire la grippe, ça émeut pas beaucoup les sujets âgés. Par contre, si on leur dit que ça va réduire le risque de grippe et qu'en plus, ça va réduire le risque d'infarctus ou d'AVC, là, en général, ça leur parle et ça, c'est notamment des travaux de l'équipe. Lutter contre l'hésitation vaccinale, on y reviendra au prochain webinaire. Lutter contre les occasions manquées, je rejoins complètement Élise sur le fait que chaque vaccination, chaque rencontre est un moyen de proposer la vaccination et idéalement de vacciner. Chez les sujets âgés, il faut les vacciner eux, mais aussi vacciner l'entourage et notamment les enfants, notamment les professionnels de santé. Et puis aujourd'hui, il faut proposer les vaccins adaptés, mais qui sont déjà dans le calendrier vaccinal. Diapositive suivante. Ça, c'est ce que je vous montrais. Le fait, par exemple, donc vous voyez en bleu, les gens n'ont pas peur en bas de la grippe, de la pneumonie, du zona, du Covid. Par contre, en rouge, ils ont peur de l'AVC, ils ont peur effectivement du cancer, de l'infarctus. Et c'est normal parce que c'est des choses qui leur parlent plus. Et ce n'est pas leur mentir que de dire que les vaccins ont aussi un effet là-dessus. Et puis juste sur la recommandation et sur la sensibilisation à ce type de discours. L'étude, par exemple, de François Rouby avec des envois de lettres pour la vaccination antipneumococcique à des insuffisants cardiaques en leur disant que cette vaccination est importante, y compris pour protéger le cœur, a un impact sur la vaccination et y compris sur la mortalité. Dernière diapositive, je crois. Et effectivement, donc l'impact des infections, et je suis infectiologue, donc je peux vous en parler, il va bien au-delà des complications infectieuses, particulièrement chez le senior, et il est donc urgent d'impacter, au vu de la démographie, les complications à l'échelle individuelle, collective, et notamment impacter les complications non infectieuses. Et donc à nous de sensibiliser, de recommander et de faciliter la vaccination. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant, Elisabeth. On ne peut pas malheureusement répondre à toutes les questions sur le chat, puisque le timing est dépassé simplement de 6 minutes, et je vous remercie d'avoir respecté ce timing serré que nous avons eu aujourd'hui. Je voulais, en guise de conclusion, bien sûr remercier infiniment chaleureusement nos 3 intervenants de très grande qualité. Remercier aussi David Silva de Lago à distance, qui a beaucoup contribué à l'organisation de ce webinaire, à mon collègue à côté, Dr Christophe Julien, qui vous a répondu sur le chat. Alors, pour ceux qui ont déjà posé la question, vous aurez la possibilité, si vous en faites la demande sur l'adresse promotion de la santé, d'avoir donc le replay de ce webinaire, d'avoir également les diaporamas des intervenants et éventuellement également de poser des questions complémentaires ou des questions auxquelles nous n'aurions pas eu le temps
de répondre durant ce temps imparti. Alors, Sophie, si je peux juste me permettre une petite chose, parce que je pense que c'est important de… J'ai vu passer une question sur le sujet âgé, PCV 20 ou 21. Alors, François vous a montré effectivement les couvertures sérotypiques. Aujourd'hui, la recommandation, c'est le 20 ou le 21, et ce dont souffrent le plus nos personnes âgées, c'est de ne pas être vaccinées du tout. Les approvisionnements de vaccins d'une pharmacie à l'autre, d'un établissement de santé à l'autre changent. Donc, à mon sens, il est urgent de vacciner contre les pneumocoques et effectivement, avec le vaccin qu'il y aura, encore une fois, à ce jour, il n'y a pas de recommandation préférentielle. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça ne viendra pas, puisqu'on est sur des couvertures sérotypiques et pas sur des données d'efficacité. Mais globalement, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de vacciner les sujets âgés. Et comme j'ai dit l'autre jour en intervention pour plaisanter, aujourd'hui, les gens, ils ont surtout reçu le PCV 0. Et donc maintenant, il faut les vacciner avec le 20 effectivement ou le 21. Certaines personnes effectivement vont choisir le 20, d'autres le 21. Mais ce qu'il faut surtout, c'est les vacciner. Et donc moi, quand je prescris par exemple, je mets vaccination antipneumococcique, PCV 20 ou 21. Et comme ça, le pharmacien, qui d'ailleurs par ailleurs peut prescrire aussi, fait ce qu'il a dans son frigo. Et dans nos établissements de santé, parfois, on n'a qu'un seul des deux vaccins. Donc l'idée, c'est déjà de vacciner. Entièrement d'accord. Merci pour ces précisions, Elisabeth. Donc, on vous a remis un participant vous a remis l'adresse sur laquelle vous pouvez poser vos questions, récupérer donc les diaporamas et le replay de ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour un second webinaire complémentaire à ce premier, donc le 5 mai à la même heure à 13 h. Ce webinaire qui sera intitulé « Comment devenir un professionnel convaincant ». Nous vous y attendons encore aussi très nombreux. Nous étions plus de 250 connectés. Merci à tous pour votre participation et merci encore à nos intervenants. Dans le chat, nous avons beaucoup de retours très positifs pour nos intervenants qui étaient donc extrêmement brillants. Merci à tous et à bientôt. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. On se déconnecte. Merci beaucoup. Tu passes un événement, c'est ça?